Bienvenue dans le podcast de Deutsche Bank. En tant que banque pour vos investissements, nous estimons qu'il est essentiel de partager avec vous les informations du groupe international Deutsche Bank, certainement suite aux événements actuels en Ukraine. Aujourd'hui, nous faisons le point avec David Guézal, Senior Investment Strategist chez Deutsche Bank Belgique. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Vous nous avez présenté il y a plus ou moins 6 semaines l'Outlook 2022, mais le monde a clairement changé depuis. Nous avons tous vu les terribles images et les informations en provenance d'Ukraine. Qu'en pensez-vous ? Nous ne perdons certainement pas de vue que la guerre en Ukraine est avant tout une terrible catastrophe sur le plan humanitaire, mais le conflit, qui n'était pas anticipé par la plupart des participants de marché, a aussi inévitablement des répercussions sur l'économie et sur les marchés financiers. Dans nos perspectives 2022, nous attendions à une année d'investissement beaucoup plus compliquée que l'an dernier, dès avant la guerre en Ukraine. Les actions, et les actions de croissance en particulier, se retrouvaient déjà sous pression en raison de la hausse des taux obligataires et d'une inflation élevée et tenace, ainsi que de la perspective de voir les banques centrales mener une politique monétaire plus restrictive. Nous en voulons par exemple que le Nasdaq était déjà en baisse de 10% dès avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, la guerre en Ukraine a ajouté une nouvelle dose d'incertitude dans un contexte déjà difficile et a eu pour effet d'amplifier la pression sur l'énergie et sur l'inflation. Ce conflit constitue également le troisième coup porté à la globalisation et aux chaînes d'approvisionnement, il ne faut pas l'oublier, et cela en l'espace de quelques années. Nous avons eu d'abord les tensions entre les États-Unis et la Chine, ensuite l'impact de la pandémie de coronavirus, et puis maintenant donc l'invasion de l'Ukraine qui affaiblissent à nouveau les chaînes d'approvisionnement. Mais cette guerre a également d'autres implications, avec par exemple un nouvel ordre mondial, le réveil de l'OTAN, et puis l'Europe qui se retrouve face à toute une série de décisions stratégiques en vue par exemple de devenir autosuffisante en termes d'énergie et d'autres matières premières, et qui va aussi plus que probablement prendre des décisions pour renforcer sensiblement sa défense. Donc ce conflit va inévitablement apporter avec lui des changements structurels à l'avenir. Et parmi ces conséquences, nous avons aussi constaté une forte volatilité et d'importantes turbulences sur les marchés des actions, les marchés obligataires, de change et les matières premières. En effet, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons observé des mouvements tout à fait spectaculaires sur les marchés financiers, dans un scénario classique finalement de risk-off. La volatilité boursière a grimpé en flèche, en particulier en Europe, où les indices boursiers se situent actuellement en terrain de correction et où donc on avait à un certain moment perdu l'ensemble des gains accumulés depuis le mois de janvier de l'année passée. Mais on a également observé des rebonds tout aussi spectaculaires, comme par exemple hier, avec donc la hausse de plus de 7% de l'indice Eurostoxx 50 ou de l'indice DAX allemand. Les mouvements, de manière générale, étaient moins sévères à Wall Street, donc la bourse américaine, qui se situe évidemment beaucoup plus loin du théâtre du conflit en cours et qui affiche également un profil beaucoup plus défensif. Mais ce n'est pas uniquement sur les marchés d'actions qu'on a eu des mouvements spectaculaires. Sur le marché obligataire, nous avons également observé des mouvements inédits, avec par exemple donc les bons du Trésor et les Bund allemands, qui ont bénéficié d'un mouvement de fuite vers la qualité, ce qui, à un instant donné, a par exemple donc eu pour conséquence de voir le rendement du Bund allemand à 10 ans repasser en terrain négatif après avoir connu sa plus forte baisse journalière depuis la crise de la dette souveraine il y a plus d'une décennie. D'un autre côté, les spreads de crédit, c'est-à-dire les primes de risque sur les obligations d'entreprise, se sont fortement écartés à la fois sur les obligations d'entreprises de qualité et sur les obligations spéculatives. Sur le marché des changes, eh bien là, on a vu un fort appétit pour des devises comme le dollar, le yen japonais ou le franc suisse, qui ont toutes donc bénéficié d'un mouvement de fuite vers la qualité, tandis que l'euro, à contrario, s'est lui déprécié jusqu'à un niveau, à un moment, inférieur à 1,08 par rapport au dollar. Et on a vu aussi, donc dans un mouvement donc inédit, le franc suisse se rapprocher de la parité avec l'euro. Last but not least, les prix des matières premières se sont également envolés. Nous avons par exemple vu le prix du pétrole brut dépasser temporairement la barre des $120 le baril et le prix du gaz naturel donc dépasser les 200 € le mégawattheure à un moment donné. Enfin, l'or a joué son rôle de valeur refuge
en dépassant le cap des $2000 l'once, soutenu par une forte demande de la part des investisseurs. Donc c'est vrai, globalement, des mouvements assez incroyables sur la plupart des classes d'actifs. Et selon vous, combien de temps les marchés vont-ils encore baisser dans le cas de cette situation géopolitique ? C'est extrêmement compliqué à dire, vous vous en doutez. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé dans une perspective historique quelle a été la réaction des marchés boursiers à ce genre d'événements ou de risques géopolitiques. Et ce qu'on peut dire, c'est que la réaction initiale est en général très violente et très négative, mais qu'elle est aussi dans la plupart des cas assez limitée dans le temps. Donc si on regarde donc ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit que la durée des mouvements de vente massive est en moyenne d'environ 3 semaines. Donc ce mouvement a tendance à être assez limité dans le temps et que le temps qui est nécessaire pour revenir au niveau qui prévalait avant le début donc, du mouvement de baisse est aussi en moyenne de l'ordre de 3 à 4 semaines. Cependant, il y a des exceptions, comme ce fut le cas par exemple lors de la Première Guerre du Golfe. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'en moyenne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le marché boursier a tendance à se situer à un niveau plus élevé, respectivement 3 mois et 12 mois après le début de sa baisse, avec des hausses moyennes de 8% et de 13%. Mais beaucoup dépend aussi de ce qui se passe en dehors du conflit lui-même, c'est-à-dire de l'impact économique de celui-ci et également du contexte macroéconomique qui prévalait avant la matérialisation de cet événement géopolitique. Mais dans l'intervalle, les marchés restent quand même hautement volatiles dans leur recherche d'un nouvel équilibre et incluent une prime de risque géopolitique assez importante. Last but not least, ce que nous savons aussi, c'est que les marchés boursiers ne baissent pas indéfiniment et tentent habituellement à rebondir bien avant que l'on observe une stabilisation ou une reprise sur le plan conjoncturel. Et nous avons en effet noté de fortes turbulences sur les marchés financiers et comme vous l'avez dit, les ventes massives ne durent jamais très longtemps, même si la reprise peut prendre plus de temps. Ces turbulences sont le résultat de l'impact du conflit sur l'économie. Quelle est votre opinion sur l'économie et les banques centrales ? Mais en effet, on s'attend à ce que le conflit ait des conséquences importantes au niveau de la croissance économique et de la consommation des ménages. Et à ce titre, c'est sans nul doute la zone euro qui risque d'être le plus impactée en raison d'une part de sa proximité géographique avec la zone de conflit et d'autre part donc de ses liens commerciaux étroits avec la Russie. Nous rappelons quand même que l'Europe importe 40% de son gaz et 23% de son pétrole de la Russie. Et donc, le fait que les prix de l'énergie s'envolent actuellement aura inévitablement un impact sur le revenu disponible des ménages qui verront leur pouvoir d'achat diminuer, ce qui à son tour risque d'affecter quand même la croissance économique en zone euro. Et c'est la raison pour laquelle nous avons revu nos prévisions de croissance pour la zone euro cette année de 4,4% à 2,8%, alors que la révision que nous avons effectuée pour les États-Unis est d'une ampleur beaucoup plus faible, puisque nous avons revu là notre prévision de 3,8% à 3,4%. En ce qui concerne l'Europe, on ne peut pas écarter que la croissance soit négative au deuxième trimestre, en raison donc justement de cet impact attendu sur la consommation, mais aussi donc aux problèmes persistants au niveau des chaînes d'approvisionnement qui risquent quand même d'affecter la production industrielle. Ça devrait être suivi cependant d'une meilleure croissance ou d'un retour de la croissance au troisième trimestre, parce que nous attendons à ce moment-là donc un impact positif donc des dépenses budgétaires, avec d'une part donc un boost qui est attendu au niveau des dépenses en termes d'infrastructures et de défense d'une part, et également donc des aides qui sont prévues dans le cadre du plan de relance européen, donc le Next Generation EU. La fin de l'année pourrait également donc se traduire par un quatrième trimestre assez décent. Donc selon nous, à ce stade, on ne voit certainement pas une récession en Europe, simplement donc un ralentissement quand même marqué de l'activité économique. Le scénario pourrait cependant changer si on a donc une interruption de l'approvisionnement au niveau du gaz naturel. Là, l'impact risque quand même d'être plus important, étant donné qu'on estime qu'une réduction de 10% de l'approvisionnement en gaz pour l'Europe se traduirait par un impact négatif sur la croissance de 0,7%. Ce n'est pas notre scénario de base, mais bon, c'est quand même quelque chose, bien sûr, qu'il faut surveiller de près et qui risque quand même de toute façon d'être une décision éminemment politique.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on aura un impact beaucoup plus limité du conflit en Ukraine sur les États-Unis, puisqu'on voit quand même qu'aux États-Unis, la dépendance par rapport à la Russie et les liens commerciaux avec ce pays sont beaucoup plus réduits. On les estime à moins de 0,5% du PIB. De plus, l'économie américaine reste de manière générale dans un état de forme relativement bon. Par ailleurs, nous avons aussi dû réviser nos prévisions d'inflation à la hausse sur base des développements récents et nous anticipons désormais une inflation moyenne de 8% en zone euro cette année, eu égard aux fortes tensions sur les prix des matières premières, et de 4,7% aux États-Unis. Nous attendons néanmoins à ce que l'inflation reflue à nouveau dans le courant de l'année prochaine, mais clairement, nous n'entrevoyons pas un retour de l'inflation au niveau d'avant la crise du Covid. Dans le contexte actuel, maintenant au niveau des banques centrales, nous estimons que les banques centrales vont adopter une approche graduelle au niveau du retrait de leur politique monétaire ultra accommodante. Et à ce titre, en ce qui concerne la Réserve fédérale, nous anticipons 6 hausses de taux de 25 points de base au cours des 12 mois à venir, ce qui amènerait ainsi le taux directeur américain dans une fourchette comprise entre 1,5% et 1,75%. Donc clairement, les attentes concernant une hausse de 50 points de base dès la réunion de la semaine prochaine ne sont plus d'actualité. Et d'un autre côté, il est aussi possible que la Réserve fédérale décide de différer quelque peu donc le processus consistant à réduire la taille de son bilan. Dans la zone euro, la Banque centrale européenne s'est réunie cet après-midi et a annoncé qu'elle accélérerait la réduction de ses achats d'actifs dans le cadre de son programme d'achat d'actifs régulier. Elle devrait même les cesser complètement au 3e trimestre si les données confirment que l'inflation reste sur sa trajectoire actuelle. C'est une décision qui n'était pas spécialement anticipée avant la réunion de la BCE et qui dénote quand même certaines inquiétudes dans son chef par rapport à l'inflation. Néanmoins, nous pensons que la BCE procédera également de façon graduelle au niveau de la normalisation de sa politique monétaire et agira de toute façon en tout état de cause avec prudence au moment d'envisager un relèvement de ses taux d'intérêt, raison pour laquelle nous n'attendons qu'une seule hausse de taux d'ici au mois de mars 2023 dans la zone euro, eu égard essentiellement donc au risque baissier pour la croissance économique. David, vous nous avez donné votre avis sur la croissance, l'inflation et la possible réaction des gouvernements et des banques centrales. Que pensez-vous des classes d'actifs? Est-ce que votre opinion a évolué? Laissez-moi peut-être commencer par les marchés obligataires, pour lesquels notre opinion n'a pas fondamentalement changé. En ce qui concerne les emprunts d'État, nous pensons que la tendance naturelle à la hausse des taux obligataires devrait reprendre une fois que les fortes tensions géopolitiques actuelles commenceront à s'estomper et que cette tendance devrait rester en place à moyen terme. Pourquoi est-ce que nous pensons que ce sera le cas? Eh bien, comme nous l'avons dit pour les banques centrales, la Réserve fédérale va très vraisemblablement initier son cycle de resserrement monétaire la semaine prochaine et nous avons également donc une poursuite attendue de la reprise économique ainsi qu'une inflation qui risque quand même de rester élevée pendant un certain temps. C'est pourquoi nous pensons que au niveau des taux obligataires, la tendance reste à la hausse à moyen terme avec un objectif pour le 10 ans américain de 2,40% et pour le 10 ans allemand de 0,50%. Et quelle est votre vue sur les actions? Nous attendons à ce que la volatilité élevée continue à court terme sur les marchés boursiers. Donc ces prochains jours, ces prochaines semaines risquent encore de se caractériser par une volatilité très importante. Mais d'un autre côté, nous ne nous attendons pas non plus à ce que les marchés boursiers baissent indéfiniment. Nous avons révisé à la baisse nos objectifs de cours sur 12 mois pour intégrer le fait que la croissance économique mondiale va ralentir et pour intégrer aussi une prime de risque géopolitique plus importante. Mais de manière générale, on reste positif sur la classe d'actifs et on s'attend toujours à des rendements totaux, c'est-à-dire incluant les dividendes, donc positifs sur un horizon de 12 mois. Il ne faut pas oublier non plus que les actions, dans un contexte de répression financière qui risque donc de continuer encore pendant longtemps, restent la meilleure piste d'investissement pour espérer faire croître son patrimoine et battre l'inflation.
Donc notre objectif de cours révisé pour l'indice S&P 500 est de 4600 points. Auparavant, il était de 4800 points. Et en Europe, nous tablons désormais sur 460 points pour le Stoxx Europe 600 contre 490 points précédemment et sur 3900 points pour l'indice Eurostoxx 50 contre 4200 points précédemment. Et pouvez-vous nous dire comment votre opinion a évolué concernant le pétrole et l'or ? En ce qui concerne le pétrole, nous pensons que le prix du baril va continuer à intégrer une prime de risque géopolitique importante. Et c'est la raison pour laquelle nous nous attendons à ce que le cours du baril de brut oscille autour de $110 au cours des 12 prochains mois. Il faudra aussi regarder ce qui va arriver avec donc la production de pétrole de schiste aux États-Unis et aussi si on peut espérer voir le retour donc du pétrole iranien sur les marchés internationaux à un certain moment. Donc ce sont deux paramètres qu'il faut garder donc en vue, mais de manière générale, le prix du pétrole devrait être structurellement plus élevé à l'avenir. En ce qui concerne le prix de l'or, cette fois-ci, ce que nous avons fait, c'est que nous avons révisé également nos estimations à la hausse, eu égard au contexte géopolitique hautement incertain, ainsi qu'au fait que l'inflation risque de rester quand même élevée pendant un certain temps. Mais le potentiel de hausse nous semble quand même en partie limité à moyen terme par le fait que la Réserve fédérale va prochainement initier un cycle de resserrement monétaire, mais néanmoins dans une perspective donc, de diversification du portefeuille. L'or nous semble toujours être une source de diversification intéressante. Et vous nous avez parlé des obligations, des actions et des matières premières. Que pensez-vous du dollar ? Mais nous avons révisé notre objectif de cours pour le taux de change euro-dollar de 1,20 à 1,15. On voit quand même que le dollar bénéficie de pas mal de soutien depuis l'offensive russe en Ukraine. Nous pensons également que le différentiel de croissance et de taux d'intérêt devrait continuer à favoriser les États-Unis par la zone euro. Mais on s'attend aussi à ce que le dollar perde un petit peu de sa vigueur à mesure que les tensions géopolitiques qui sont extrêmement vives à l'heure actuelle diminuent. Et pour terminer, David, je pense que nos auditeurs veulent certainement savoir ce qu'il y a lieu de faire avec leur portefeuille. Quelles sont vos recommandations ? Eh bien, tout d'abord, de rester investi sur les marchés, certainement de ne pas paniquer face aux événements actuels et de prendre des décisions hâtives qui seraient guidées par les émotions face à une volatilité aussi importante que celle qu'on observe actuellement sur les marchés. Également, de rester concentré sur ses objectifs d'investissement et sur son horizon d'investissement. Et enfin, de bien vérifier que le portefeuille soit construit de telle manière qu'il permette de garantir une tranquillité d'esprit. D'un autre côté, pour être couronné de succès à long terme, il faut que la stratégie d'investissement et le portefeuille soient suffisamment robustes pour affronter les tempêtes de marché lorsqu'elles surviennent, comme c'est le cas actuellement, mais également suffisamment flexibles pour participer aux phases de rebond des marchés. Et dans cette perspective, nous continuons à favoriser une approche cœur satellite. À ce titre, le cœur du portefeuille vise à assurer la robustesse de celui-ci, c'est-à-dire à amortir les turbulences de marché et le risque baissier. La partie satellite, qui est celle dans laquelle on recherche des opportunités de rendement à plus long terme, est-elle surtout constituée d'actions et est par conséquent intrinsèquement plus volatile. Néanmoins, nous pensons que beaucoup de nos thèmes d'investissement à long terme dans cette partie satellite conservent toute leur pertinence. Des thèmes d'investissement comme par exemple les infrastructures ou les soins de santé surperforment, même dans le contexte de marché actuel difficile que nous traversons actuellement. Et nous songeons aussi à d'autres thèmes comme la cybersécurité, par exemple, puisque donc la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, mais également au niveau technologique, ainsi qu'aux énergies renouvelables, qui sont deux thèmes prometteurs et qui offrent, selon nous, un potentiel haussier intéressant au niveau actuel. Merci David pour cette analyse et merci à nos auditeurs pour leur attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site deutschebank.be et la rubrique Actu et Conseils. À bientôt.